Les chercheurs vietnamiens et internationaux recommandent au Vietnam de recourir à la voie judiciaire pour régler ses différends avec la Chine en mer orientale. Les produits agricoles vietnamiens à la conquête du marché singapourien. De plus en plus de produits et légumes en provenance du Vietnam ont trouvé leur place dans les supermarchés locaux. Visite du site historique et religieux de Yên Tử à Quảng Ninh au nord. Étant le berceau du bouddhisme zen sous la dynastie des Trần, Yên Tử attire chaque année des millions de visiteurs et de pèlerins. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a étudié vendredi à Genève, en Suisse, le rapport national résultant du deuxième cycle de l'examen périodique universel EPU du Vietnam. Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur Nguyễn Trung Thành, chef de la représentation permanente du Vietnam à Genève, a indiqué que le Vietnam avait accepté 182 recommandations sur les 227 que la communauté internationale lui avait proposées il y a 5 mois dans le cadre de la procédure d'EPU. C'est le résultat des politiques conséquentes et des engagements internationaux du Vietnam sur les droits de l'homme, à fortiori des engagements volontaires qu'il a pris en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Vietnam accélère actuellement la mise en œuvre de la Constitution en 2013 avec l'accent mis sur le respect des droits de l'homme et du citoyen. Le Vietnam s'attache toujours à la promotion des activités culturelles et religieuses du peuple. Le président américain Barack Obama a exhorté la Chine et ses voisins à résoudre pacifiquement leurs différends sur la souveraineté en mer orientale et à éviter l'escalade des tensions. Il est important pour nous de pouvoir régler les différends, comme les disputes maritimes, conformément au droit international et d'encourager toutes les parties concernées à maintenir un cadre juridique pour les résoudre, a-t-il dit aux journalistes. Le président américain a fait ses commentaires après un entretien vendredi dans le bureau ovale avec le premier ministre néo-zélandais John Key, qui a aussi exprimé des préoccupations similaires devant la situation en mer orientale. Il est temps pour le Vietnam de recourir à la voie judiciaire pour régler ses différends avec la Chine. Telle est la recommandation de nombreux chercheurs et universitaires participant à un colloque organisé hier dans le cadre de la conférence internationale intitulée Hoàng Sa Trường Sa, vérité historique. Les conférenciers ont aussi dénoncé l'illégalité de l'implantation de la plateforme Hayang Shiyu 981 dans les eaux vietnamiennes, compte rendu de Thuyen. L'implantation de la plateforme pétrolière chinoise dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam est un acte illégal et absurde, ainsi qu'une grave violation au droit international. Selon les chercheurs vietnamiens et internationaux, les agissements de la Chine ont mis fin à la situation stable qui prévalait en mer orientale, menaçant la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation dans cette zone maritime. Au mépris des efforts diplomatiques de la part du Vietnam comme des protestations de la communauté internationale, la Chine ne retire pas sa plateforme des eaux vietnamiennes et n'entend pas cesser ses actes illégaux. Il est évident que les actes chinois portent une grave atteinte à la stabilité régionale. La Chine tente de faire changer l'état originel de la mer orientale par ses actes unilatéraux, agressifs, qui violent le droit international et qui vont à l'encontre de ses engagements pris au niveau régional et mondial. La communauté internationale doit agir plus fermement pour protester contre ces actes chinois. Les chercheurs internationaux ont hautement apprécié la patience et la volonté du Vietnam pour régler les tensions en mer orientale par des mesures pacifiques. Ils étaient unanimes pour recommander que le moment était venu pour le Vietnam de porter ses différends avec la Chine devant une juridiction internationale. La Chine est en train d'interpréter la loi internationale à sa façon. Le fait qu'elle impose la ligne de 9 traits en mer orientale est vraiment absurde et irrationnel.
Les Philippines ont été le premier pays de la région à saisir la Cour permanente d'arbitrage, organisation internationale basée à La Haye, pour dénoncer les revendications territoriales de la Chine en mer orientale. Le Vietnam pourrait étudier l'expérience des Philippines, renforcer la solidarité avec d'autres pays de l'ASEAN, tout en appelant le soutien de la communauté internationale afin de régler les différends de souveraineté avec la Chine et de prévenir une nouvelle escalade de tensions dans la mer orientale. La cérémonie de remise des prix de la presse nationale 2014 a eu lieu hier soir à Neuilly. 8 prix A, 27 prix B et 41 prix C ont été décernés aux meilleures œuvres journalistiques avec des sujets et des catégories très diversifiées. Pour cette 8e édition, les œuvres honorées traitent des problèmes relatifs à la défense de la souveraineté nationale, à la lutte contre les vices sociaux, au respect des droits de l'homme et aux personnes exemplaires dans divers domaines de la vie sociale. Le prix de la presse nationale est remis annuellement depuis 2007 en écho à la journée de la presse révolutionnaire du Vietnam le 21 juin. Ces derniers temps, de plus en plus de produits agricoles vietnamiens ont pénétré le marché singapourien et gagné l'appréciation des consommateurs locaux. Récemment, une foire des fruits et légumes vietnamiens a eu lieu simultanément dans 66 supermarchés de la chaîne Giant Singapore. Cette dernière est la deuxième chaîne de supermarchés singapourienne à importer et à distribuer officiellement les produits agricoles vietnamiens. Plus de détails dans le reportage qui suit. Pamplemousse, pastèque, courge, fruits de dragon ou patates douces. Les fruits et spécialités en provenance du delta du Mekong et de la ville de Dalat sont désormais présents dans les supermarchés de l'enseigne Giant Singapore. Cette fois, 4 conteneurs de fruits et de légumes vietnamiens ont été importés et distribués à Singapour via ce supermarché. Comme les réactions des consommateurs sont bonnes, le partenaire singapourien a décidé d'augmenter la quantité des prochains contrats d'importation de légumes et de fruits vietnamiens. Nous présentons aux clients une large variété de produits agricoles importés du Vietnam. Les patates douces vietnamiennes sont très prisées à Singapour. Nous envisageons actuellement la possibilité d'importer d'autres types de fruits vietnamiens, par exemple le litchi qui est très savoureux. Les opportunités sont très prometteuses. Nous sommes impatients d'élargir le partenariat avec le Vietnam. C'est la première fois que nous introduisons les produits agricoles vietnamiens dans les marchés singapouriens. Les clients les apprécient. Nous espérons distribuer davantage de produits vietnamiens à Singapour, comme la noix de cajou, le café, la sauce pimentée et le thé. Selon la mission économique de l'ambassade du Vietnam à Singapour, ce marché a besoin d'importer en grande quantité du riz, du poivre, des noix de cajou, des produits halieutiques et des fruits frais. Il s'agit pour tous de produits d'exportation phares du Vietnam. Dans le temps à venir, nous ferons de notre mieux pour faire en sorte que les litchis vietnamiens soient mis en vente dans les supermarchés singapouriens. Notre tâche est d'assister les entreprises vietnamiennes tant dans la promotion de leurs produits que dans le remplissage des formalités. Nous sommes convaincus que les produits de qualité du Vietnam conquerront la confiance des consommateurs singapouriens. Singapour représente aussi le plus grand marché de transit de marchandises dans la région. C'est pourquoi la présence de davantage de produits vietnamiens dans les supermarchés singapouriens devrait servir de base importante pour la conquête d'autres marchés potentiels. Clôture hier de 2 classes de langue vietnamienne organisées à Bruxelles par l'Alliance Belgique-Vietnam. Les certificats ont été remis aux enfants, mais aussi aux élèves adultes ayant accompli leur cursus. La plupart d'entre eux sont des Belges ayant leur femme ou leur mari vietnamienne. Certains d'autres apprennent la langue vietnamienne pour faciliter leur travail. Apprendre leur langue d'origine est devenu un besoin réel pour les résidents vietnamiens en Belgique de la 2e et de la 3e génération. C'est la 4e année consécutive que l'Alliance Belgique-Vietnam organise des classes de vietnamien.
Et notre journal continue avec le résumé des actualités marquantes de la semaine écoulée. Le Vietnam et les Pays-Bas ont signé un accord de partenariat stratégique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agit du plus important résultat de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre néerlandais Mark Rutte les 16 et 17 juin. Lors d'un entretien lundi, les premiers ministres Mark Rutte et Nguyễn Tấn Dũng se sont réjouis de l'approfondissement des relations de coopération bilatérale, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, d'agriculture, d'énergie, d'économie maritime, de logistique et de construction navale. À cette occasion, 2 documents de coopération ont également été signés, dont un mémorandum de coopération portant sur l'entrepôt de gaz liquéfié Son My au Vietnam et un contrat de fourniture de gaz naturel liquéfié entre la société vietnamienne de gaz et le groupe Shell. Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre Mark Rutte a également coprésidé avec son homologue vietnamien la conférence sur le développement intégral du delta du Mekong. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a effectué mercredi une visite au Vietnam pour participer à la rencontre entre les présidents du comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine. Dans le cadre de cette visite, il s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh, puis a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyễn Phú Trọng et le premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Lors de ces rencontres, la partie vietnamienne a réaffirmé toute l'importance que le Vietnam accordait à l'amitié et à la coopération avec la Chine. Les hauts dirigeants vietnamiens ont pourtant souligné que l'implantation unilatérale par la Chine de la plateforme de forage Aeon Chiu 981 dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam était une violation de la loi internationale, une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Ils ont catégoriquement réaffirmé les droits de souveraineté et de juridiction du Vietnam dans cette zone maritime, conformément à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer de 1982, dont le Vietnam et la Chine sont membres. Ils ont demandé à la Chine de retirer sa plateforme et ses navires d'escorte de la zone maritime relevant de la souveraineté vietnamienne et ont insisté sur le règlement des actuelles tensions en mer orientale par voie pacifique, conformément au droit international. De son côté, le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a souligné que les 2 parties devraient prendre des mesures pour stabiliser la situation en mer et faire en sorte que les tensions actuelles ne nuisent pas aux relations bilatérales. Devant l'indignation de l'opinion publique vietnamienne et internationale après l'implantation illégale par la Chine de la plateforme pétrolière Hai Giang Chiu 981 en pleine zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam, le président Trương Tấn Sang a accordé vendredi une interview à l'agence vietnamienne d'information sur ce problème. Il a affirmé que la souveraineté territoriale du Vietnam est pour tout Vietnamien sacrée et inviolable. Le parti, l'État et le peuple vietnamien prennent toujours en haute considération les relations d'amitié entre les peuples vietnamiens et chinois et font de leur mieux pour les renforcer, maintenir la paix et la stabilité pour le développement du pays, car le peuple vietnamien a traversé des dizaines d'années de guerres dévastatrices et demande également à la Chine d'agir de même. Une simulation sur la protection de la souveraineté de la zone maritime du Vietnam a eu lieu vendredi dans la province de Cà Mau au sud. La situation présumée est qu'un pays étranger intensifie les actes visant à monopoliser la mer orientale, violant gravement la souveraineté et affectant la liberté de la navigation. Des milliers de cadres de soldats et de pêcheurs du faubourg Sông Đốc, district de Trần Văn Thời, ont été mobilisés pour cet exercice d'entraînement. Celui-ci vise à renforcer la motivation, être prêt au combat pour protéger la souveraineté de la mer et des îles du pays. Un séminaire international ayant pour thème les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratly, vérité historique, a été organisé vendredi à la ville de Da Nang au centre. De nombreux chercheurs locaux et étrangers y ont pris part. Lors de ce séminaire, les délégués ont analysé les aspects politiques et militaires des différends en mer orientale et ont également discuté de mesures pour s'orienter vers un règlement pacifique et sécuritaire. Ce séminaire a eu lieu dans une conjoncture marquée par les gains de tension en mer orientale suite de l'implantation unilatérale par la Chine de la plateforme pétrolière Hai Giang 981 dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam.
Le 6e cycle de négociation de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan s'est achevé vendredi en Russie après 5 jours de travail. Les deux parties ont tenté de régler définitivement les problèmes restants afin de pouvoir achever toutes les négociations à la fin de cette année. Au menu des débats, le commerce de biens et de services, l'investissement et le transfert des personnes physiques, les appellations d'origine contrôlée, le marché public, la défense commerciale, la coopération douanière ou encore la propriété intellectuelle. Le 7e cycle de négociation se déroulera du 15 au 19 septembre prochain en Russie. Le Forum sur les investissements au Vietnam 2014 a eu lieu jeudi à Ho Chi Minh Ville. Il a accueilli une personnalité, le Dr Mark Faber, un analyste en investissement internationalement connu pour ses prévisions exactes sur les chutes du marché financier du monde. Lors du forum, Mark Faber a fait part de ses estimations optimistes sur l'économie vietnamienne et a estimé que dans les 10 années à venir, le Vietnam sera l'une des économies émergentes avec le plus fort développement. Le docteur Mark Faber qualifie aussi que le marché boursier vietnamien a une bonne croissance et recommande aux investisseurs vietnamiens et étrangers d'acquérir des actions au Vietnam. Depuis près de 3 ans, les habitants de l'île de Con Dao, au large de la province de Bà Rịa Vũng Tàu, au sud, sont déjà familiers de la présence d'un étranger. Lawrence Beignet, venu de New York, a été émerveillé par la beauté sauvage de Con Dao lorsqu'il voyageait pour la première fois. Cet ingénieur de construction a persuadé sa femme, une Vietnamienne, à venir s'installer à Con Dao. Lawrence Beignet y propose des services de plongée en mer et contribue de façon importante à la protection de l'environnement et à la biodiversité de cette île. Faisons tout de suite sa connaissance. Plonger au fond de la mer pour ramasser les ordures, telle est la façon si particulière dont Lawrence Beignet exprime son amour pour l'île de Con Dao. Propriétaire d'une société spécialisée dans la prestation des services de natation et de plongeon en mer, cet homme prend conscience que les ordures rejetées par les pêcheurs et les voyageurs sont une menace à la pureté et à la beauté sauvage de cette île. Certains types de déchets industriels polluent même l'environnement de vie des poissons et des ressources halieutiques. Il profite de toute occasion pour ramasser les ordures en mer. Chaque fois qu'il revient à la terre ferme, je vois souvent des ordures sur son bateau. Je ressens clairement son amour particulier pour cette île. Assainir la plage et le fond de la mer est devenu un désir, une habitude de Lawrence Beignet. Chaque fois qu'il amène ses clients à la découverte des coraux dans la mer, il n'oublie jamais de ramasser et de pêcher les ordures qui se trouvent à une profondeur de 20 voire 30 mètres. Les plongeurs amateurs n'ont pas suffisamment de technique et de savoir-faire pour pouvoir ramasser les ordures au fond de la mer. Lawrence l'a fait tout silencieusement et de tout son cœur. Je suis vraiment touché de voir un étranger aimer autant la mer et le pays vietnamien. Ces derniers temps, de nombreux pêcheurs ont pêché illégalement dans la zone strictement protégée du parc national de Con Dao. Quand ils sont sachés, ils abandonnent leurs filets en mer. Aujourd'hui, au lieu d'amener un groupe de touristes à aller plonger, Lawrence Beignet a mobilisé tous les employés et plongeurs de sa compagnie à une campagne de ramassage d'ordures et d'assainissement du fond marin. Il a découvert un très grand filet de pêche recouvrant les coraux. Lawrence retire souvent des filets de pêche laissés en mer, mais cette fois, comme le filet est beaucoup plus rond que d'habitude, il ne peut pas le faire tout seul. Il nécessite donc beaucoup de temps, d'efforts et de patience pour le retirer de coraux et de le ramener à la terre. Lawrence ramasse non seulement les ordures, il les trie souvent avant de les mettre dans les camions à ordures publics. Les résidents locaux sont parfois surpris de le voir ramener les ordures à sa maison parce qu'il n'a pas encore le temps pour les trier.
Lawrence a encore une attitude très sévère à l'égard de tout ce qui risque de nuire à l'environnement. Une fois, M. Lawrence a amené ses clients à voir des tortues pondeuses. Il avait préavisé à ses clients de ne pas utiliser la lampe de poche lorsque les tortues pondent. Cependant, ses clients ont allumé les lampes de poche. La lumière a horrifié la maman tortue. Après son premier rappel, ses clients continuaient encore à les utiliser. Il a saisi les lampes de poche des clients et les a cassées. Je pense que sa réaction a montré qu'il ne gagne pas de l'argent à tout prix. À l'île de Con Dao, il est magnifique de plonger en mer pour découvrir les coraux ou partir à la découverte des tortues pondeuses. Cependant, ce type de circuit coûte un peu cher. Pas beaucoup de touristes sont financièrement capables de s'y inscrire. Lawrence Bonio dit souvent à ses clients de protéger la nature et de ne pas jeter des ordures en mer. Près de 3 années après leur installation à Con Dao, Lawrence Bonio et sa femme travaillent assidûment. Sa société n'accepte que des clients qui partagent la même passion pour la nature et l'esprit aventurier. Les bénéfices ne comptent pas lors de cette étape initiale. Je soutiens tout ce que mon mari fait pour protéger la nature et pour l'environnement de Con Dao. Plonger en mer est sa passion. En guidant les amateurs de la plongée, il démontre son esprit de responsabilité vis-à-vis de la protection de la nature. Jamais je n'ai regretté d'avoir suivi mon mari pour venir m'installer dans cette île. En plus de convaincre les collègues, les touristes et ceux qui l'entourent à avoir des actions concrètes pour protéger l'environnement marin, Lawrence Bonio sensibilise activement les habitants locaux aux intérêts des ressources maritimes. Il leur dit souvent que protéger la mer est de protéger leur environnement de vie. Situé dans l'immense chaîne de montagnes dans la province septentrionale de Quảng Ninh, à environ 100 km de Hanoï, le vestige historique Yên Tử, composé de pagodes, d'hôtels et de tours, est connu avec ses paysages pittoresques s'étendant sur 20 km de longueur. C'était le noyau actif du bouddhisme sous la dynastie des Chen. Aujourd'hui, Yên Tử et son ensemble de pagodes et pagodons continuent d'attirer chaque année des millions de visiteurs. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui ce site au nord-est du pays. C'est au printemps ou en été que les pèlerins préfèrent aller à Yên Tử pour rendre hommage à Bouddha. Isolé au milieu d'arbres séculaires et de pinèdes, Yên Tử est un lieu à part, jouissant d'une profonde quiétude qui permet à tout visiteur d'oublier un peu son quotidien tourmenté. Autrefois, pour atteindre le sommet du Yên Tử, les pèlerins n'avaient pas d'autre choix que de grimper par l'escalier et les chemins escarpés, ce qui demandait une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, ils peuvent emprunter le téléphérique pour aller jusqu'à la pagode de Hua Hin et terminer à pied jusqu'au sommet. Cependant, comme c'est un pèlerinage, la plupart des visiteurs préfèrent emprunter les traces d'antan. Le voyage commence souvent par le ruisseau Zai Wan pour le salut de l'âme en français. Selon la légende, les touristes qui boivent de l'eau fraîche de ce ruisseau seront débarrassés des ennuis quotidiens pour se consacrer entièrement au pèlerinage vers le monde du Bouddha. Sous la dynastie des rois Li, Yên Tử abritait une pagode bouddhiste du nom de Phu Ven. Mais Yên Tử n'est réellement devenu le centre du bouddhisme que plus tard, au XIVe siècle, lorsque le roi Trần Nhân Tông a troqué le trône pour des habits de moine et fondé une secte bouddhiste typique au Vietnam, le Zen Trúc Lâm, un courant bouddhiste purement vietnamien dont la pratique principale est la méditation. Il a ordonné la construction de centaines de bâtiments sur la montagne Yên Tử afin d'assurer la propagation du savoir des livres sacrés. Depuis, ce lieu est devenu le grand centre national du bouddhisme.
Le zen Chuklam Yen Tử est le premier et le plus caractéristique courant zen du Vietnam qui a fondé par un Vietnamien, c'était le roi Trần Nhân Tông. La pensée du bouddhisme vietnamien se base sur une religion qui s'harmonise avec le patriotisme et le souhait d'apporter la paix, le bonheur et la prospérité à l'ensemble de la nation. La route longue menant au sommet du mont Yen Tử est parsemée de lieux de culte. La pagode de Hoa Yen, les pagodons comme Ngoạ Vân, Một Mái, Bảo Sái, Vân Tiên qui offrent des antes et des occasions de prier aux pèlerins. La beauté du Yen Tử réside non seulement dans l'intérêt de ces monuments, mais également dans la magnificence de ses montagnes, de sa forêt et de ses fleurs. Au sommet du mont Yen Tử se trouve la pagode de bronze. Cette pagode a été construite sous la dynastie des rois les postérieurs, c'est-à-dire vers le XVe siècle. Selon la légende, c'est un lieu bien sacré d'où les vénérables peuvent prier des changements du temps. Quant aux pèlerins, lorsqu'ils atteignent ce sommet, ils peuvent se sentir perdus dans la nature, à mi-chemin entre le ciel et la terre, et leur âme en est apaisée. D'ici, lorsque le ciel est clair, les visiteurs peuvent apercevoir presque toute la région du nord-est du pays. Les gens veulent parvenir à un but dans la vie. Cela ressemble à l'atteinte du sommet d'une montagne. Pour y arriver, il faut avoir une certaine détermination. C'est pour cela que la pagode de bronze est devenue quelque chose de sacré. Quand nous sommes arrivés ici, nous nous sentons en harmonie avec la nature majestueuse qui nous entoure et notre âme semble être plus libre. Pour moi, la pagode de bronze à Yen Tử reste la terre la plus sacrée du bouddhisme au Vietnam. Une fois venus à Yen Tử, les touristes peuvent aussi contempler le temple de Chuklam Yen Tử, qui est construit sur le vestige de la pagode de l'âne où le roi Trần Nhân Tông a jamais prêché. Plus de 1600 ans se sont passés, le monde a beaucoup changé, mais Yen Tử conserve encore sa beauté d'origine et son charme unique, ainsi que ses légendes sacrées. Son histoire et ses traditions aident à rappeler aux Vietnamiens leurs sources, leurs ancêtres. Et voici l'agenda des événements culturels prévus pour la semaine à venir. Tout de suite, les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et à très bientôt.